Jean Corcos pour Voix Plurielle. Bonjour amis auditeurs de Voix Plurielle. Bonjour Mustapha Tossa. Bonjour Jean. Alors c'est un grand plaisir de vous retrouver à l'occasion de cette interview car j'avais eu l'occasion de vous recevoir à plusieurs reprises dans le cadre de mon ancienne émission de radio. Le sujet que je vous propose est Kaboul, le monde arabe après la débâcle américaine. Et mon invité est particulièrement qualifié pour en parler. Pour en rappel, vous êtes un éditorialiste sur le site d'information Atlas Info. Vous avez été le correspondant de plusieurs médias de votre pays natal et nous parlerons du Maroc, mais en fin d'émission, à propos en particulier de la rupture des relations diplomatiques qui a été décidée brutalement par l'Algérie. Donc on commence par évoquer l'onde de choc que nous avons tous vécue avec l'entrée des talibans à Kaboul et la retraite calamiteuse des États-Unis après 20 ans d'engagement militaire. Pour les dirigeants du monde arabe, qui a été hélas largement le théâtre de la violence djihadiste et terroriste, le triomphe d'une guerre est un choc et il pose un défi sécuritaire car on a eu la démonstration que les Américains pouvaient abandonner complètement les régimes qu'ils soutenaient. Mustapha Tossa, y a-t-il eu des réactions officielles dans le monde arabe depuis le 15 août et comment les grands médias, en particulier au Maroc, ont-ils réagi? En fait, cet épisode américain en Afghanistan a été un choc terrible pour la plupart des pays arabes et des opinions arabes parce qu'on savait que l'Amérique de Donald Trump était en train de négocier avec le mouvement taliban, mais on ne savait pas qu'on allait lui offrir le pouvoir sur un plateau d'argent. Et donc, voilà la plus grande puissance du monde, l'Amérique, qui offre les clés du pouvoir d'un État important de la région à une organisation qui est toujours qualifiée par beaucoup de terroristes. Et donc, ça a été une onde de choc, aussi bien au niveau des opinions. Il n'y a qu'à voir les éditoriaux qui ont été écrits dans la presse arabe pour dire vraiment la grande surprise et la grande amertume que cela puisse avoir lieu. Et puis aussi de la part des États arabes qui, certains d'entre eux ont commencé à revenir sur une interrogation. Faut-il croire la parole des États-Unis ou des Américains quand ils vous soutiennent? Est-ce que du jour au lendemain, on ne peut pas changer complètement de registre et partir parce qu'on a appliqué à la lettre l'America First, et que d'abord les intérêts américains et puis le reste, c'est à l'enfer. Donc cette impression-là est solidement installée après cet épisode. D'accord. Alors, effectivement, comme vous le disiez, tout le monde a été surpris par la rapidité avec laquelle ça s'est passé, comment les talibans ont bousculé l'armée afghane en l'espace de quelques semaines. Mais il faut quand même rappeler que le départ des troupes américaines avait été acté depuis l'accord de Doha, qui a été signé avec la médiation du Qatar en février 2020. Or, cet émirat, qui est quand même la base arrière des frères musulmans, n'est pas Et est-ce que ça ne renforce pas ce qu'on a appelé l'axe Qatar, Hamas, Turquie dans le monde arabe? Oui, effectivement, une des conséquences directes, c'est que ça donne du crédit à cet axe-là qui est composé de la Turquie, du Qatar, qui sont connus pour avoir, à travers le monde, soutenu les frères musulmans, soutenu l'islam politique. Et voilà, concrètement, une performance de l'islam politique qui arrive à prendre le pouvoir en Afghanistan avec la bénédiction des Américains. Donc, certainement, il va y avoir beaucoup d'organisations islamistes qui vont être inspirées par cet exemple, qui vont encore avoir plus de force dans leur combat politique parce qu'ils se disent, si les talibans, au bout de 20 ans, ont réussi à faire plier les Américains et la communauté internationale, on pourrait, nous aussi, le faire, soit dans les pays du Golfe, soit en Afrique, soit dans les pays du Sahel, et pourquoi pas dans d'autres régions. Tout à fait. Alors, on va passer justement en revue tout à l'heure les différentes régions en partant de l'Afghanistan, mais d'une manière plus globale, je me réfère à un article que vous avez signé le 18 août sur Atlas Info, qui était intitulé « Les peurs afghanes de l'Europe ». En fait, tout le monde a peur. Pas seulement l'Europe, parce que
qu'est-ce qu'on risque? On risque que l'Afghanistan se transforme en sanctuaire pour les organisations terroristes islamistes du monde entier. Il faut quand même rappeler que dans une dizaine de jours, ça va être le triste anniversaire du 11 septembre, les attentats faits par Al-Qaïda à l'époque de son alliance avec les talibans. Et puis un risque d'inspiration, comme vous venez de le dire, pour toutes les organisations terroristes que l'on croyait brisées, surtout après la victoire sur l'État islamique au Moyen-Orient, malgré tout, entre la Syrie et l'Irak. Est-ce que donc ce risque, vous l'évaluez comment? Vous pensez que c'est un risque de court terme, de moyen terme, que ces organisations soient galvanisées un peu par cette victoire? Alors simplement, il faut rappeler un fait majeur, c'est que jusqu'à présent, le mouvement taliban n'a toujours pas reconnu la responsabilité dans l'attentat terroriste qui a frappé New York en 2001. Pour eux, ce ne sont pas Al-Qaïda qui ont commis cet acte. Donc, c'est vous dire à quel point, malgré toutes les assurances, malgré tout le discours mielleux, tout le discours de communication que les talibans envoient aujourd'hui à l'opinion internationale, il y a un risque immédiat que ce pays se transforme en sanctuaire pour les organisations terroristes type Al-Qaïda. D'un autre côté, l'accès au pouvoir des talibans en Afghanistan a donné des idées à Daesh. Et d'ailleurs, rappelez-vous les attentats à l'aéroport de Kaboul. Et à l'aéroport, tout à fait. Pendant les évacuations. C'est dire que l'État islamique va croiser le fer terroriste, entre guillemets, avec les talibans dans un terrain où il y a le chaos, où l'État est inexistant, où la communauté internationale est en train de fuir. Et donc, c'est pour vous dire à quel point ça va devenir un sanctuaire. Deuxième peur européenne, mais aussi internationale, c'est le fait d'avoir une pratique extrêmement dure de la charia qui va obliger des millions d'Afghans à prendre le chemin de l'exil et à tenter de sortir de l'Afghanistan. Ils vont passer par l'Iran et la Turquie, mais ils vont finir en Europe. Et donc là, ce cauchemar de la migration est une des grandes peurs de l'espace européen. Et d'ailleurs, tous les pays qui négocient maintenant de manière directe ou indirecte avec le Taliban, la France le fait de manière indirecte à travers le régime du Qatar. Tous ces pays-là sont en train de négocier un fait majeur, tenter d'éviter ces vagues migratoires, parce qu'on sait que si les Afghans arrivent en masse sur l'Union européenne, ils vont déséquilibrer la situation politique, économique et sociale, et les extrêmes droites vont avoir un boulevard devant elles pour accéder au pouvoir en Europe. Et ça, c'est une donnée fondamentale qu'il faut prendre en considération. Absolument. Alors, on va passer en revue, comme je vous le disais, les différents pays à partir de l'Afghanistan. On va commencer par l'Iran, qui est à l'ouest. Avant 2001, lors du premier règne des talibans, qui se réclament d'une pureté intégriste sunnite, ils avaient persécuté leur propre minorité chiite, les Hazaras. Or, ça ne semble plus à leur agenda. Et alors, autre chose intéressante, Téhéran a tout de suite reconnu le nouveau régime. Comment l'expliquez-vous ? Alors, dans le passé, on avait une habitude à essayer d'opposer le mouvement taliban qui est sunnite aux Iraniens dirigés par une communauté chiite. Et donc, on se disait que ces deux types de pouvoirs ne peuvent pas exister et ils ne peuvent qu'être dans une confrontation. Mais la réalité a montré que les Iraniens sont tellement contents que les Américains puissent quitter l'Afghanistan et donc puissent enlever une forme de pression sur eux, qu'ils sont capables de composer avec les talibans. Et on le sait très bien que les relations extrêmement louches et extrêmement suspicieuses que les Iraniens avaient avec Al-Qaïda était une manière aussi d'avoir de bonnes relations avec les talibans. Pendant tout leur exil, pendant les 20 années qui ont fait que les talibans étaient hors du pouvoir, de nombreuses personnalités d'Al-Qaïda avaient leur rang de serviette en Iran et ils étaient aidés par les Iraniens. Donc, le côté diabolique des Iraniens va faire en sorte qu'ils vont utiliser cette situation à leur avantage et essayer de s'entendre coûte que coûte avec le nouveau pouvoir à Kaboul. Alors, autre grand pays, la Turquie, qui a une longue frontière commune avec l'Iran
Et vous parliez des réfugiés, ces réfugiés qui veulent aller en Europe, ils transitent par le désert iranien et pour arriver en Turquie. Et la Turquie est en train donc d'édifier un mur en béton de plusieurs centaines de kilomètres. Donc pour éviter un afflux de réfugiés afghans. Et là aussi, c'est un peu étrange. C'est un des tout premiers pays qui a reconnu le nouveau régime, alors même que l'armée turque avait fait partie de la coalition internationale qui combattait théoriquement les talibans pendant 20 ans. Vous voyez que les choses ne sont pas simples. Alors pourquoi cette reconnaissance? Et au fond, quel est l'objectif d'Erdogan dans cette affaire? Alors, il faut dire qu'avant même l'arrivée des talibans au pouvoir, Erdogan, le régime turc d'Erdogan, a essayé d'instrumentaliser l'affaire afghane. Il a, avec l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, et comme il était sous pression européenne et américaine de changer de stratégie, parce qu'il donnait des migraines même à ses alliés à l'OTAN, il avait mis sur la balance des négociations pour se rapprocher des Américains sa disponibilité et sa capacité à assurer la sécurité de l'aéroport de Kaboul. Et les Américains, notamment Joe Biden, avaient levé un petit peu la pression sur lui parce qu'il a été, entre guillemets, bon élève dans la nouvelle configuration. Donc voilà une instrumentalisation de cette affaire avant même qu'elle n'arrive. Une fois arrivée, il est clair que les Turcs vont pouvoir utiliser la carte de la migration pour continuer à exercer un chantage encore plus juteux et plus généreux à l'égard de l'Europe. Ils l'ont fait avec les réfugiés syriens. Ils s'apprêtent à le faire avec les réfugiés afghans. D'ailleurs, si vous lisez les dernières déclarations d'Erdogan, il ne rate aucune occasion pour dire que la Turquie ne peut pas gérer cette crise migratoire afghane et qu'il faut revoir les types d'accords qu'il a avec l'Union européenne. Donc voilà un régime qui va pouvoir tirer ses marrons du feu et essayer d'exploiter la misère humaine et le chaos que le Taliban est en train de provoquer en Afghanistan. C'est assez affreux parce que finalement, on voit bien que les Américains se sont dit on est parti, c'est fini, on en a marre de cette guerre, etc. Mais toutes les implications par rapport à l'Europe dont vous parlez, par rapport à l'Union européenne, manifestement, Joe Biden, comme avant Donald Trump, s'en moque. Alors, face à l'Iran, donc se trouvent les monarchies arabes du Golfe. Elles sont alliées des Occidentaux et puis elles partagent avec Israël la même peur de la montée en puissance iranienne. Et on a vu là-bas des actions violentes qui ont été menées par le régime de Téhéran. Alors pour rappel, parce que les gens l'ont un peu oublié, il y a eu l'attaque de drones qui a détruit pendant un moment la moitié des capacités de raffinage de l'Arabie Saoudite. C'est pas rien. Bon. Il y a, là aussi les médias en parlent très peu, plusieurs actes de piraterie dans le Golfe contre des navires civils. Et il n'y a eu aucune réaction significative des Américains. Ni à l'époque de Trump, ni depuis que Joe Biden est arrivé. Et donc, vous le disiez un petit peu tout à l'heure, le spectre d'un abandon américain se précise. C'est-à-dire, je ne sais pas, une action militaire forte contre les Émirats, par exemple, vous pensez que les États-Unis peuvent rester passifs ? Alors justement, le problème de ce dossier du nucléaire iranien, il vient du fait que, en arrivant à la Maison-Blanche, Joe Biden a tenu absolument à effacer l'héritage de Donald Trump sur ce dossier-là et à revenir à cet accord. Et les Iraniens ont exploité cette précipitation à revenir et donc ils ont imposé leurs conditions. D'ailleurs, il y a eu des rounds de négociations qui étaient depuis des mois, et parce que les Iraniens avaient des élections, ils ont décidé eux-mêmes d'arrêter. Mais là, depuis quelques jours, on assiste à des signaux venant de capitales européennes, France, Allemagne, mais aussi de Washington, notamment à l'occasion de la visite du Premier ministre israélien là-bas, selon lesquels, ou vous revenez négocier ce nouveau accord nucléaire iranien avec la communauté internationale, ou alors vous pouvez vous attendre à toutes les réponses, y compris la réponse militaire. On l'a compris qu'on ne se limitera pas uniquement à accentuer les sanctions économiques. Et que maintenant on est arrivé, soit les Iraniens reviennent à l'accord et les respectent et s'interdisent d'accéder à l'arme nucléaire qui fait peur et à Israël et aux pays du Golfe et au monde arabe en général, ou bien la communauté internationale
serait en droit de réfléchir à d'autres méthodes pour régler ce problème, en plus des sanctions économiques internationales. Et là, on a compris que peut-être l'action militaire n'était pas une hypothèse à exclure. Pas exclu. Alors, au nord du Golfe, il y a l'Irak. Donc, c'est un pays qui est en partie sous l'influence de l'Iran, par le fait qu'il y ait une majorité relative de chiites, et puis en partie quand même sous l'influence des Occidentaux, qui sont quand même engagés militairement pour soutenir Bagdad contre l'État islamique, hein, qui a perdu l'essentiel de son emprise, mais enfin, devenir dangereux, parce qu'il reste encore des poches donc où cette guérilla terroriste est présente. Alors, le président Emmanuel Macron était là-bas la semaine dernière. Il a assuré les dirigeants irakiens que même si les Américains partaient, la France resterait sur le terrain. Est-ce que vous pensez que ce sont des paroles crédibles? La France peut vraiment rester même si les Américains partent? En tout cas, c'est du volontarisme du président français. Il ne pouvait pas dire autrement. Il ne pouvait pas dire « je constate que les Américains sont partis et que nous aussi, nous allons plier bagages ». Il est parti. Bien sûr. Parce qu'il y a un vide, parce que ces pays de la région comptent beaucoup sur l'Europe, notamment sur la France. Donc, lui, il était dans son rôle de vouloir absolument parler de manière positive sur l'avenir et sur l'action que peut avoir la France. Maintenant, la question est que peut faire la France toute seule pour lutter contre cette ogre qu'est Daesh? Alors, avec les Américains et les autres membres de la communauté internationale, on avait beaucoup de difficultés à lui casser sa colonne vertébrale. Est-ce que la France toute seule peut continuer à le faire? D'autant plus que dans cette région particulière, l'exemple taliban en Afghanistan est un exemple qui a inspiré les forces de Daesh. Et qu'il faut s'attendre dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, à ce que d'autres ressources humaines, entre guillemets, puissent rejoindre Daesh pour essayer de répliquer l'exemple afghan. Donc ça, c'est vraiment... En fait, c'est la plus grande leçon qu'on peut tirer de la manière avec laquelle les Américains ont donné l'Afghanistan aux talibans, c'est qu'ils ont encouragé, inspiré d'autres mouvements qui étaient sur le déclin dans beaucoup de régions. Maintenant, ils prennent de la renaissance, ils prennent de la confiance, et demain, ils peuvent espérer. Les talibans l'ont bien fait, pourquoi pas Daesh, et pourquoi pas Al-Qaïda, et pourquoi pas le GIA au Sahel, par exemple. Tout à fait. Alors, on va parler du Sahel, mais bon, on arrive donc en Afrique, au Maghreb. J'ai eu le plaisir de vous entendre sur Arte la semaine dernière. C'était dans l'excellente émission 28 minutes. Bon, il était question donc de la rupture décidée par l'Algérie. On va y revenir. Mais vous avez cité aussi l'Iran comme un pays pouvant déstabiliser le Maroc. Alors, pour rappel, parce que beaucoup d'auditeurs ne le savent peut-être pas, Rabat avait rompu ses relations diplomatiques avec Téhéran il y a quelques années. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi? Rabat était arrivé à la conclusion que les Iraniens, par le biais de Hezbollah, étaient en train d'entraîner, d'aider les membres du Polisario, et ce, avec le feu vert du régime algérien. Donc il y avait une telle intimité en termes de renseignement et en termes de coopération militaire et d'intelligence entre le régime algérien, qui a une animosité historique à l'égard du Maroc, et l'Iran qui veut prendre pied dans cette région. Il ne faut pas oublier que les Iraniens veulent absolument utiliser la porte algérienne pour descendre au Sahel, pour s'implanter en Afrique, et justement pour causer des migraines au Maroc. Et le Maroc a tout de suite, depuis des années, c'est pas maintenant, depuis des années, a tout de suite vu qu'il y avait une lampe rouge iranienne qui s'est allumée en Algérie. Il a coupé ses relations avec l'Iran. Donc depuis bien avant que la tension monte d'un grand cran dans le Golfe avec Israël, le Maroc a déjà identifié les Iraniens et le Hezbollah comme un adversaire mortel pour sa sécurité et son unité territoriale. Donc c'est le constat qui est fait actuellement par le Royaume du Maroc. Très bien. Alors, on a évoqué le Sahel. C'est vrai que la situation est inquiétante parce que récemment, avant que la déroute américaine donc en
bien, Emmanuel Macron avait décidé, sinon un retrait total, du moins une forte diminution de la présence militaire française. Parce que la France est quand même bien seule, hein. Les alliés de l'Union européenne sont peu présents. Et puis d'un autre côté, les régimes en place, qu'il s'agisse du Mali ou du Tchad, vous le savez très bien, sont instables, ne sont pas fiables, etc. Donc, j'imagine que le Maroc est inquiet aussi de cette situation, parce que c'est juste sur son flanc sud que ça se passe. Alors, d'abord pour commenter la décision française, je crois que cette décision a été prise par le président Macron avant même qu'il y ait ce à quoi on a assisté à Kaboul et ce cadeau donné par Joe Biden aux talibans. Donc, moi, j'estime et je crois, j'ai l'impression que les Français et les Européens vont revoir un petit peu leur copie et se dire qu'on ne peut pas, du jour au lendemain, geler une opération d'envergure comme Barkhane ou revoir les effectifs, alors que ces groupes terroristes sont en pleine renaissance à Absolument, c'est pas le moment. Du modèle taliban. D'autant plus que d'un autre côté, les Français et les Marocains ou les Maghrébins en général rencontrent une autre difficulté dans ces pays du Sahel, c'est qu'on est en présence d'États ou de régimes, entre guillemets, ou en tout cas d'institutions militaires, que ce soit au Tchad ou au Mali, qui sont prêts à composer avec les organisations terroristes, qui sont prêts à partager le pouvoir avec les organisations islamistes. Et ça c'est une donnée qui ne convient pas aux Français, aux Marocains. Et on ne veut pas avoir des États entre guillemets terroristes dans le flanc sud de cette partie du Sahel. Donc d'où la nécessité de revoir toute cette stratégie. Et ce qui complique un petit peu la chose, c'est que la dispute maroco-algérienne, s'il n'avait pas lieu, aurait pu être mobilisée par les Français, par les Européens pour jouer un rôle actif dans la lutte contre le terrorisme de cette région. Malheureusement, cette dispute-là est en train d'affaiblir ou en tout cas de reporter ce combat essentiel de lutte contre les organisations terroristes pour protéger la région et protéger les pays du Sahel. Alors, on va finir là-dessus, justement, par cette rupture des relations diplomatiques. Elle a été décidée brutalement par l'Algérie, en plein été. Il n'y avait pas de tension particulière, bon, même si les relations entre les deux pays sont glaciales depuis des années. Alors, 3 prétextes ont été donnés par Alger. Je vous les cite. D'abord, un soutien marocain à l'autonomie de la Kabylie. Bon. Le supposé rôle des services marocains dans les incendies de cette région, qui ont fait quand même une centaine de morts, et puis, crime absolu pour les dirigeants algériens, la trahison de la cause palestinienne avec la normalisation des relations entre Israël et le Maroc. Alors, que répondre à l'accusation ? Alors, ce que je réponds, c'est que tous ces arguments, moi, je les appellerais des fake arguments, parce que ce n'est pas ça la vraie raison. Ça, c'est juste un habillage. C'est juste une scénarisation de la rupture. La vraie raison qui explique que la diplomatie algérienne a coupé avec le Maroc, c'est qu'elle est arrivée à un constat terrible pour 40 années d'investissement dans le séparatisme marocain. Le Maroc a plié le match du Polisario. Le Maroc a définitivement gagné la bataille de son unité territoriale. Et ça, cette réalité politique, diplomatique, ne plaît pas au régime algérien. Et comme il ne peut pas l'avouer ouvertement en disant à son opinion, malgré les milliards que j'ai investis, malgré les ressources algériennes que j'ai investies dans les camps des Tindouf et le Polisario, le Maroc, par son intelligence, par ses amis, par ses alliances, par les multiples composantes de sa société, a réussi à gagner cette bataille. Comme il ne peut pas l'avouer, il est en train de chercher des excuses bidons, des fake arguments, appartenant à la culture du complot pour habiller cette rupture. Mais la vraie raison, c'est que le Polisario est une affaire perdue pour les Algériens. Tout à fait. Et c'est vrai que je vous avais entendu, c'est une affaire qui est pliée. On ne peut pas revenir en arrière. Joe Biden a succédé avec Donald Trump, mais la reconnaissance de la souveraineté marocaine sur le Sahara n'est pas du tout remise en question. Et d'autres pays occidentaux l'ont reconnu aussi.
Donc ça, c'est un élément. Quant à la reconnaissance, moi, je vous donne mon sentiment personnel. D'abord, les relations entre Israël et le Maroc ne datent pas d'hier. Elles ont été officialisées, mais elles sont très anciennes. Et puis, c'est bizarre quand même de se réveiller 9 mois après, si vous voulez, en disant « Ah bah oui, mais il y a ça ». Bon, oui, il y a ça, mais qu'est-ce que vous voulez ? C'est comme ça, hein. Les deux pays ont des positions diamétralement opposées. L'Algérie fait partie du front du refus depuis le début et est hostile à toute solution pacifique, je dirais, du contentieux palestinien. Alors, dans cette même émission sur Arte, on a posé la question, vous étiez 3 sur le plateau, d'une éventuelle médiation française entre l'Algérie et le Maroc. Les avis étaient partagés, vous étiez pour. C'est vrai que la France a des liens avec ces deux pays, ces anciennes colonies. À choisir entre les deux. Ce sont des peuples frères, dans le fond, indépendamment des régimes. Est-ce que vous pensez vraiment donc qu'Emmanuel Macron pourrait prendre une initiative ? Oui, je crois que Emmanuel Macron a le volontarisme, a la volonté, a la prestance de rentrer dans l'histoire, notamment dans cette région. Depuis de nombreux présidents français, depuis Mitterrand, Chirac, Sarkozy, François Hollande, on s'attendait à ce que la France puisse un peu s'impliquer dans ce conflit et essayer un petit peu d'arranger les choses. Mais ça ne s'est pas fait pour une raison simple, c'est qu'il y avait un contentieux mémoriel entre la France et l'Algérie. Comme il se trouve que Emmanuel Macron est un des rares présidents, ou alors le seul président jusqu'à présent, à avoir été très loin dans la réconciliation mémorielle avec l'Algérie, il est donc légitime de pouvoir mener cette médiation. Il sera entendu par les Algériens, entendu par le Marocain, parce qu'il n'est dans l'intérêt de paix, encore moins de la France et de l'Europe, qu'il y ait une escalade militaire entre l'Algérie et le Maroc. Parce que ce qui se passerait en cas d'escalade militaire, ce qui s'est passé en Libye ne sera rien à côté en termes de migration, en termes d'organisation terroriste, en termes d'insécurité, en termes d'instabilité de toute la région. Donc il est dans l'intérêt français et européen de s'investir dans cette médiation. Absolument. Eh bien, merci Moustapha Tossa de votre gentillesse. On est resté un peu plus longtemps que prévu, mais c'était passionnant. Et donc, je vous dis au revoir et je dis à nos auditeurs, eh bien, rendez-vous pour notre prochaine émission. Au revoir. Merci Jean, c'est toujours un plaisir de vous parler. Jean Corcos pour Voix Plurielle.